Alors, on souhaite calculer le champ magnétique créé par une distribution de courant qui présente une symétrie de révolution autour d'un axe. Donc, je peux dessiner l'axe de symétrie de révolution que je vais appeler Z, et on suppose par exemple qu'on a ici donc une spire parcourue par un courant I et qu'on souhaite en fait calculer le champ magnétique au point M. Donc je vais utiliser une base de coordonnées cylindriques relative à l'axe Z. Ici, on a donc le vecteur Eθ qui rentre dans le plan de la figure et le point M là. Donc le plan MER EZ est un plan d'antisymétrie de la distribution de courant. Donc le champ magnétique B au point M va avoir une composante radiale, fonction de R et de Z, et pas de l'angle θ, parce qu'on a la symétrie de révolution, et une composante axiale, BZ de R et de Z, orientée suivant EZ. Alors en fait, souvent, on donne la composante du champ sur l'axe, c'est-à-dire qu'en fait, on connaît BZ en 0 et Z. Et on veut trouver la composante radiale au voisinage de l'axe. Alors pour calculer la composante radiale connaissant le champ sur l'axe, on va en fait utiliser la conservation du flux du champ magnétique à travers une surface fermée. Et pour ça, on va prendre en fait un petit cylindre de rayon R et de hauteur dz, c'est-à-dire compris entre les côtes Z et Z plus dz. Et il s'agit en fait maintenant d'écrire la conservation du flux du champ magnétique, du flux sortant en fait par exemple, à travers ce cylindre-là. Donc on va avoir le flux du champ magnétique à travers le disque supérieur. Donc le disque supérieur, il se trouve à la côte Z plus dz. Donc, alors on suppose en fait que le cylindre est de rayon R petit pour justement prendre seulement la composante axiale, BZ, en 0, et donc ici en Z plus DZ. Voilà, et on multiplie par la surface pi r carré. On doit écrire ensuite le flux sortant à travers le disque inférieur. Donc la normale sortante au disque inférieur, c'est moins EZ. Et donc on va avoir un flux sortant qui va s'écrire moins BZ de 0Z fois pi r carré. Et on doit maintenant rajouter en fait le flux sortant à travers la surface latérale qu'on va écrire donc sous la forme, je continue la ligne en dessous, donc le champ radial BR de R et de Z multiplié en fait par la surface latérale du cylindre, c'est-à-dire 2πr dz. Voilà, donc ce flux sortant doit être nul. Et quand on arrange tous les calculs, on trouve en fait que BR de R et de Z, la composante radiale qu'on cherche, est égale à moins R sur 2. Et puis on voit apparaître ici dans la première partie du flux la différence entre BZ en Z plus DZ et BZ en Z, ce qui va donner en fait ici la dérivée, donc des ronds BZ de 0 et de Z par rapport à Z. Et voilà en fait comment on obtient la composante radiale du champ magnétique créé par la distribution de courant que je n'ai pas représenté sur cette figure, mais que j'avais dessiné sur la figure précédente. Donc ce champ magnétique en fonction donc, du champ magnétique connu sur l'axe. On peut maintenant procéder au calcul de la composante BZ en dehors de l'axe, mais toujours au voisinage de l'axe. Pour exprimer la composante axiale BZ en dehors de l'axe, on va utiliser la circulation du champ magnétique B sur un contour, donc que je vais orienter dans ce sens-là, pareil. Et on va donc choisir un contour situé entre les côtes Z et Z plus DZ et entre les rayons R et R plus DR.
Donc on va commencer par écrire la circulation sur donc, le segment numéro 1 ici. Donc sur le segment numéro 1, je vais avoir la composante BZ qui va intervenir, donc à la distance R, au voisinage de la cote Z, et la longueur parcourue, c'est dz. On passe maintenant donc, à la circulation sur la branche 2, ici. Donc là, on a une circulation dans le sens radial, donc on va voir apparaître la composante BR de R. On est à la cote Z plus dz, et la distance parcourue est dr. Pour la branche numéro 3, ici, donc c'est un sens de parcours suivant l'axe Z, mais dans le sens opposé à l'orientation de l'axe. Donc on va voir la composante BZ avec un signe moins pour dire qu'on circule dans le sens opposé à EZ. On est ici à la distance R plus dr de l'axe, à la cote Z, et j'écris la longueur dz. Et enfin, il me reste à écrire la circulation le long de la branche 4, donc on parcourt dans le sens de moins ER, où ER serait le vecteur unitaire radial. Donc je vais avoir moins BR, donc en R. Ici on est à la cote Z et la longueur parcourue est dr. Et donc cette circulation-là, la somme de ces quatre termes, elle est égale à 0, d'après le théorème d'Ampère, puisque il n'y a aucun courant qui traverse à l'intérieur du contour, aucun courant enlacé, et donc on a une circulation nulle le long de ce contour. Alors, quelques précisions, par exemple, sur le segment 1, pourquoi j'ai écrit ici, à l'intérieur du champ B, Z, alors que le segment 1, finalement, se trouve entre Z et Z plus dz. Je n'ai pas besoin de préciser à un ordre supérieur que celui que j'ai utilisé ici, la cote Z, parce que j'ai déjà en facteur de BZ l'élément différentiel dz. Et donc si je me limite à des termes du premier ordre en dz, il n'est pas utile d'écrire autre chose que z ici à l'intérieur de la composante axiale. De même pour le trajet numéro 2, qui s'effectue finalement entre R et R plus dr, je me suis contenté ici d'évaluer le champ en R, parce que j'ai déjà, dans l'expression de la longueur, un terme d'ordre 1 en dr. Or, tous les calculs que j'effectue ici, je les limite au terme du premier ordre en dr ou dz, et donc il n'est pas nécessaire de préciser ici r à un ordre supérieur à celui que j'ai utilisé. Par contre, ici, je suis obligé de tenir compte vraiment de la cote z plus dz à l'ordre 1 en dz, parce que je n'ai pas de facteur dz ici à l'extérieur du champ. Alors tout ça, finalement, va nous donner une relation simplifiée. Les deux termes en BZ ici, on voit apparaître en fait la différence de la fonction BZ entre R et R plus dr. Et donc ceci va se traduire par moins d rond BZ sur d rond R dr. Et j'oublie pas de multiplier par le dz que j'avais en facteur. Ensuite, les deux termes en BR ici sont évalués pour le premier en z plus dz, pour le deuxième en z, donc BR en z plus dz moins BR en z, ça va donner, avec un développement de Taylor au premier ordre, plus d rond BR sur d rond z fois dz, et j'oublie pas de multiplier par le facteur dr que j'avais déjà. Voilà, et donc je vais pouvoir en déduire ici, donc d rond BZ sur d rond R égale d rond BR sur d rond Z. Si on reprend l'expression précédente de BR, on va obtenir ici moins R sur 2 fois la dérivée seconde, cette fois-ci, de BZ de 0Z par rapport à Z. Il va falloir maintenant intégrer par rapport à R pour trouver la composante BZ en dehors de l'axe. Donc on repart de l'expression qu'on a trouvée, d rond BZ sur d rond R égale moins R sur 2 d2 BZ sur dz2, et on intègre par rapport à R. On va donc avoir BZ de RZ. Donc
je vais écrire directement la constante d'intégration, puisqu'en fait, elle correspond à bz de 0z, donc sur l'axe. Et ici, je vais avoir moins r carré sur 4 fois d de bz sur 0z. Pardon, sur dz2. Voilà, et donc ce résultat-là, je pourrais en fait l'utiliser pour revenir sur l'expression que j'avais obtenue pour la composante radiale, BR, qui apparaissait comme étant moins R sur 2 fois la dérivée de BZ, pour finalement avoir une expression plus précise que celle que j'avais tout à l'heure, parce que tout à l'heure j'avais seulement moins R sur 2 fois la dérivée de BZ par rapport à Z. Maintenant, en fait, j'aurai moins R sur 2 fois la dérivée par rapport à Z de ce terme-là. Et donc je vais réapparaître un terme correctif supplémentaire faisant intervenir la dérivée troisième de BZ. Et du coup, connaissant cette expression de BR en fonction de la dérivée troisième, je pourrais revenir à l'expression précédente pour avoir des ronds BZ sur des ronds R, et je verrai ici apparaître une dérivée quatrième de BZ par rapport à Z. Et ainsi de suite, par approximation successive, on peut construire en fait tous les termes successifs pour obtenir l'expression de la composante radiale et axiale du champ de symétrie de révolution. Mais bon, bien souvent, en fait, il suffit de s'intéresser aux expressions que j'ai obtenues ici. Dernière précision, on a supposé dans ces raisonnements que le rayon R était petit, sans préciser devant quoi. En fait, l'hypothèse d'un rayon petit, c'est simplement celle qui correspond à écrire que le rayon R est petit devant le rayon caractéristique de la distribution de courant. Voilà comment on calcule le champ magnétique au voisinage de l'axe, à la fois la composante axiale et radiale, quand on a une distribution de courant qui présente une symétrie de révolution.